Je remercie donc la Société de gynéco de m'avoir associé à cette journée, bien que voilà, c'est un peu clinique, mais comme justement c'est un peu clinique et que là tout a été dit, je pensais que pouvoir présenter les résultats de notre centre pouvait donner une idée sur l'activité de nos praticiens ici, à Tunis en particulier, puisque nous faisons appel, parce qu'il y a plusieurs gynécologues qui font leur insémination dans notre centre, qui nous font confiance, et je profite de l'occasion pour les remercier. Et donc ça va être quand même refléter un peu l'activité les différentes pratiques de nos médecins gynécologues. Donc, je profite de l'occasion pour rappeler que l'insémination intra-utérine en Tunisie est considérée comme faisant partie des activités d'assistance médicale à la procréation, comme le précise le décret de loi en 2003, et donc qui nécessite une prise en charge exactement de la même manière qu'une FIV. Donc ici, je vais présenter rapidement notre activité de janvier, sur 11 ans à peu près, donc de janvier 2006 à décembre 2016. Donc 4826 cycles ont été réalisés. L'âge moyen des femmes était de 33,6 ans, l'âge moyen des hommes de 38 ans, 9. Il s'agissait surtout d'une infertilité primaire dans 70% des cas, et un facteur masculin a été décelé dans 20% des cas. Je ne peux pas vraiment citer toutes les autres causes d'infertilité parce que les fiches sont souvent incomplètes, donc comme ce sont des patients qui viennent souvent de l'extérieur. Donc il s'agissait dans la majorité des cas d'un premier rang d'insémination, et puis après 25% c'est un deuxième, et troisième rang 10% des cas. On a enregistré un taux de grossesse de 15%, avec des fausses couches à 20% et un taux de grossesse extra-utérine à 3,6%, un taux de naissance par cycle de 11,5%, avec un taux de naissance multiple à 18,5%, qui reste quand même élevé. Et donc, si là, cette plaque résume un peu le taux de réussite en fonction de l'âge, donc ça confirme ce qui a été dit, avec un bon taux de naissance avant 35 ans, 14%, et qui chute à 9,3% chez les femmes de 35 à 39 ans, et pour aller à 33,5% chez les femmes de 40 ans ou plus, en sachant qu'on note aucune grossesse après l'âge de 43 ans. Pour les grossesses multiples, on a un taux plus élevé, bien sûr, chez les femmes jeunes de moins de 35 ans, c'est de 19,5%, et il va chuter en fonction de l'âge pour passer à 16,5% entre 35 et 39 ans, et à 8,7% pour les femmes de 40 ans ou plus. Bon, les protocoles de stimulation sont majoritairement, pour la grande majorité, associent les gonadotrophines au citrate de clomifène. Et après, c'est les gonadotropines seules, avec quelques cycles, enfin peu de cycles, 150 cycles en citrate de clomifène et en cycle spontané, d'autres cycles comme l'association d'antagonistes ou quelques cycles, 12 cycles. Voilà, donc là, ce diagramme représente le taux de réussite donc en fonction du protocole utilisé. Donc on a le meilleur taux avec les gonadotrophines plus le citrate de clomifène à 12,5% de taux de naissance, suivi par les gonadotropines, qui, bon, c'est presque la même chose, 10,7%, c'est pas significativement différent.
Par contre, on a une chute à 7% quand on utilise du citrate de clomifène seul, de même pour les cycles spontanés. Donc, on a 6,3% de taux de naissance. L'âge moyen, donc, quel est l'intérêt au fait de rajouter du citrate de clomifène aux gonadotropines? C'est de diminuer le nombre moyen de gonadotropines. Là, si on voit le nombre moyen d'ampoules consommées avec les gonadotropines seules, c'est 11. Et si on ajoute du citrate de clomifène, c'est à 6. Donc, bon, on a un peu plus de grossesse multiple avec le citrate de clomifène quand on l'associe aux gonadotropines seules, avec le même, voilà, la même population. Donc maintenant, je passe rapidement pour parler un peu du sperme, parce que voilà, parce qu'il n'y a pas que la stimulation. Bon, dans notre centre, et comme c'est recommandé, on ne fait pas, on recommande de faire une insémination uniquement si on récupère plus de 1 million de spermatozoïdes mobiles après migration. Et là, je présente les grossesses quand parfois on a moins de 1 million, et certains papiers descendent jusqu'à 300 000 spermatozoïdes pour faire l'insémination, donc on peut les accepter si on a plus de 300 000 spermatozoïdes. Et là, on a 86 cycles avec 3,5% de grossesse. Et quand on a plus de 1 million, de 1 à 5 millions, on a 14,8% de grossesse. Et après plus que 5 millions, on a 15,5% de grossesse. Donc, 1 million, c'est correct. Donc, si on regarde maintenant la morphologie, nous, dans le laboratoire, on utilise la classification, donc, selon les recommandations de l'OMS 2010, donc avec les critères stricts de Kruger, et on a comme cutoff le pourcentage de 4% de forme typique. Et si là, on trouve qu'il n'y a pas de différence significative, que ce soit si on a moins ou plus de 4% avec un taux de grossesse à 15,5% pratiquement dans les deux groupes. Par contre, ce qui est important, bon, on note, quand on a 0% de forme typique, là souvent on me pose la question, comment on va faire une insémination à 0% de forme typique? Là, au fait, si on a plus de 1 million de spermatozoïdes, on a un taux de grossesse correct, donc qui est à 13,5%. Par contre, si on a moins de 1 million, on a zéro, dans les quelques cas qu'on a fait, 0% de grossesse. Donc, dans ces cas-là, on peut toujours essayer de faire des inséminations chez une femme jeune avec une durée d'infertilité qui n'est pas de longue durée. Ça vaut la peine de tenter quelques inséminations. On gagne quand même, on a quand même des résultats intéressants. Bien sûr, en dehors d'anomalies monomorphes ou très importantes de la morphologie du spermatozoïde. Bien, je crois que j'en ai fini. J'essaie de faire très vite. Et puis, je vous remercie. Et, voilà.